rendre justement un des problèmes, c'est que les enfants apprennent spontanément. On les envoie à l'école et au bout de 12 ans, on les a tellement écrasés qu'on a réussi à les empêcher d'apprendre. C'est une personne qui est très consciencieuse dans son travail et qui cherche des approches pédagogiques nouvelles. Étant donné qu'on n'est pas dans un livre, puis c'est pas structuré en tant que tel, comme dans un livre, c'est que la mise en pratique est beaucoup plus avantageuse dans le sens qu'on apprend beaucoup plus vite. Le collège de Drummondville n'a qu'un prof d'histoire. Au deuxième étage, au bout du corridor, au laboratoire d'histoire et de géographie, Pierre Corbeil défie depuis plus de 10 ans l'enseignement traditionnel. Ici, rien n'est pareil. Les étudiants préparent la salle de cours, elles parlent sans arrêt et le professeur reste muet ou presque. Avant de s'installer, Pierre Corbeil a poli sa méthode au cégep de la Gaspésie, à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université Bishop de Lennoxville. Il est l'auteur d'une douzaine de publications, de la science-fiction au dictionnaire de la biographie canadienne. Professeur d'histoire, on l'a déjà dit. Mieux encore, docteur en histoire. Autrement dit, nous allons tenter de raconter la sienne, peu avant qu'elle commence à faire époque. Dans sa classe, on joue à l'histoire. On apprend selon sa méthode. Un jeu de simulation conçu et élaboré par le maître. Passons maintenant aux présentations. Le Japon, l'Allemagne, la Russie, la Turquie, la France, l'Autriche, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie. Aujourd'hui, la matière enseignée, dirons-nous, à reconstituer les relations internationales de l'époque précédant la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1910. On joue les 3 derniers coups du premier scénario. Dites-moi, M. Corbeil, est-ce qu'on pourrait vous qualifier de Charlemagne du jeu? Oh, le Charlemagne, on donne à Charlemagne la vocation, le rôle d'avoir été le premier à développer l'école, etc. Les jeux de simulation existent maintenant depuis près d'une vingtaine d'années. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, on est assez actif. Il existe 2 associations, une nord-américaine et une internationale. Si j'ai une originalité, c'est premièrement d'être une des rares personnes au Québec à utiliser cette méthode-là. Deuxièmement, avoir développé les jeux que j'ai créés avec le système de tableau de jeu, là, ce que j'appelle la représentation graphique de phénomènes abstraits. Vous créez vos propres jeux? C'est ça, c'est des jeux que j'ai créés, que j'utilise. À partir de votre imagination, à partir de... À partir de plusieurs choses. L'imagination, évidemment, c'est-à-dire que puisque l'on crée notre histoire, c'est l'imagination. Je tiens compte aussi, cependant, des styles d'apprentissage des étudiants, d'activités d'apprentissage qui peuvent aider l'étudiant à développer là, sa pensée. Et j'utilise les données historiques pour faire les scénarios des jeux comme tels. Alors, les jeux, en général, ont quelque chose de matériel. Un tableau de jeu, des jetons, des cartes qui ont une signification. Ils ont des règlements qui décrivent les activités auxquelles les étudiants peuvent se livrer dans le cadre du jeu, ou les participants. Et il y a des scénarios qui sont un petit peu le contexte, les limites dans lesquelles les gens doivent participer. Et à l'intérieur de ça, mais les étudiants ou les participants se font des stratégies et apprennent. On peut se demander pourquoi vous avez privilégié ce style d'apprentissage? Parce que j'aime ça, au fond. Je pense que c'est la seule vraie tout le monde réponse. aime s'amuser, hein? C'est que c'est des interrogations. Quand j'étais à l'université, au premier cycle, je m'abstenais régulièrement de participer aux cours magistraux. Je ne vois pas vraiment comment on peut apprendre à écouter quelqu'un parler. En tout cas, moi, pas. C'est probablement une question de style d'apprentissage. Alors, j'apprenais en lisant, en faisant des travaux. J'apprenais justement en faisant des jeux que j'inventais moi-même, avec un atlas puis des petits jetons. Ces jeux-là commençaient à être disponibles sur le marché. Je jouais avec des amis. Alors, rendu professeur, j'étais un étudiant un peu tannant, un étudiant questionneux. Alors, rendu professeur, on ne change pas du jour au lendemain. J'ai continué à être questionné, puis à me poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on fait ci? Pourquoi est-ce qu'on fait ça?
Alors, je me suis dit, bon, ben moi, j'ai appris avec des jeux, pourquoi est-ce que j'essaierais pas ça? Et là, petit à petit, sur une période de 10 ans, j'ai commencé avec un petit jeu qui durait 3 heures, puis là, j'ai des jeux qui durent 45 heures toute la session. Et c'est avec ça que le cours se passe. Vous êtes l'un des rares à privilégier ce style d'apprentissage. Qui nous dit que vous avez raison? Je pense pas que c'est question d'avoir raison ou tort. Finalement, apprendre, c'est toujours une exploration, c'est toujours une découverte. Par définition, on ne peut pas apprendre quelque chose qu'on sait déjà, c'est toujours quelque chose de nouveau. Alors, je crée avec cette méthode-là l'occasion pour les étudiants de faire des choses nouvelles, donc d'apprendre. Et ma foi, ils apprennent, alors ça me semble suffisant. C'est sûr que certains étudiants pourraient ne pas aimer cette méthode-là. En général, ils le savent, ils prennent d'autres cours. Y a pas de, je ne crois pas qu'il existe de vérité dans aucun domaine. L'apprentissage, c'est une croissance personnelle. Quelle opinion avez-vous de Pierre Corbeil? De Pierre Corbeil comme individu, bon, je pense pour ce que j'en connais, là, je suis ici depuis assez peu longtemps, mais ce que j'en connais, c'est, je pense, une personne qui est très consciencieuse dans son travail et qui cherche des approches pédagogiques nouvelles. Pourquoi je le connais en particulier, c'est son implication dans les jeux de simulation. C'est une approche pédagogique qu'il a favorisée, sur laquelle il s'est penché depuis longtemps. Et que vous connaissez un peu quand même. L'approche elle-même, oui, mais je veux dire, son application immédiate à l'intérieur de ses cours comme tel, évidemment, je pense que les gens du côté de la pédagogie ici seraient peut-être mieux placés que moi pour en parler plus abondamment. Mais comme directeur général, j'ai évidemment entendu parler de ces... Est-ce que vous le considérez comme un acquis ou un atout important dans votre collège? Moi, je pense que c'est un plus, oui, dans le sens que je dirais que tous les professeurs qui ont cette approche professionnelle, qui recherchent un certain rayonnement à l'extérieur, qui recherchent des approches nouvelles, évidemment, je veux favoriser. Nous sommes à Drummondville, parlons-en. Ici, les millions s'évadent ou se font prier. Qu'on pense à la deuxième phase du projet de construction du centre de détention qui se concrétisera dans la circonscription du premier ministre. Ou encore des améliorations prévues à l'aéroport qui ne se réalisent pas pour des présumés motifs d'ordre environnemental. Le cégep a eu aussi sa part de difficultés. À la fin de la session d'automne l'an dernier, 51% des étudiants avaient abandonné ou échoué un cours. Paul Lemire, en poste depuis janvier, jure que ça va changer. On verra bien dans quelques mois s'il a passé le test. À toute fin pratique, ses chances de succès sont aussi bonnes, sinon meilleures, que celles du député fédéral de la circonscription. Vous faites un peu le contraire, c'est-à-dire que vous travaillez moins pendant le cours. Oui, c'est exact. C'est les étudiants qui apprennent. Apprendre, c'est une activité, donc c'est les étudiants qui apprennent. Et donc qui travaillent. Moi, je n'ai plus à travailler. C'est pas moi qui apprends. Enfin, j'apprends toujours un peu, j'observe, etc. Mais c'est pas moi qui ai à faire l'effort. C'est le parallèle qui me vient tout le temps à l'esprit, c'est celui de l'éducation physique. Les étudiants ne se feront pas les bras ou les poumons à regarder le professeur courir. C'est les étudiants qui courent et le professeur qui les... S'il y a une discipline, je pense, où on emploie des méthodes assez proches des miennes, ce sera en éducation physique. Nous sommes dans un collège. Je remarque que dans votre classe, il n'y a que des filles. Oui, c'est curieux. C'est agréable, n'est-ce pas? Peut-être, mais enfin curieux. Oui, c'est pas par accident, c'est que le jeu, bien sûr, est une activité sociale, c'est un jeu de relations internationales, on négocie, on se fait des manœuvres. Et j'ai remarqué que dans les groupes mixtes, ce qui est la norme quand même, les groupes mixtes, que le comportement des garçons, ou de certains garçons, devrais-je dire, était parfois tel à limiter la participation des filles. Les filles étaient dans le coin, puis c'est le garçon qui parlait. Vous avez vérifié ça souvent? Ah oui, c'est une observation. Maintenant, je me suis dit, si c'est le cas, on va le vérifier avec une recherche un peu plus organisée. Alors, dans la dernière session, il y a cette session ici, j'ai divisé les étudiants, un de filles, un de garçon, et avec des questionnaires, des tests, je vais vérifier si, en effet, il y a une différence. Je crois que oui, d'après des premières recherches là, préliminaires, les garçons joueraient de façon plus agressive, les filles de façon plus coopérative. Pour un résultat égal? Pour le même résultat, oui.
pour exactement le même résultat. Il n'y a aucune différence au niveau de la compréhension de stratégie, au niveau de l'analyse de facteurs historiques, au niveau de la compréhension de l'histoire. C'est dans le comportement social qu'il semble avoir une différence. Alors, pour ne pas, en somme, le groupe mixte se trouvait à défavoriser les filles, à mon avis. Alors, j'ai dit, bon, ben, on va essayer une méthode qui ne les défavorise pas. Tu commences là, puis tu finis là, tu as la moitié de la carte. Est-ce que cette situation d'apprentissage vous plaît davantage? Oui, parce que, étant donné qu'on n'est pas dans un livre, puis c'est pas structuré en tant que tel, comme dans un livre, c'est que la mise en pratique est beaucoup plus avantageuse dans le sens qu'on apprend beaucoup plus vite. Puis ça nous donne aussi la permission de pouvoir agir comme selon les dispositions que chacun dispose, selon qui veut avancer ou agir. Est-ce que vous iriez jusqu'à encourager d'autres enseignants à limiter dans l'entreprise de ces efforts pour rendre l'enseignement plus accessible, plus intéressant? Effectivement, et c'est ce que l'on recherche en appuyant certains projets de recherche qui se font au niveau d'approche pédagogique, par exemple, en utilisant la micro-informatique, par exemple, parler d'un secteur qui est à la mode. Effectivement, il y a d'autres professeurs qui élaborent actuellement des projets de ce côté-là, qui sont des approches nouvelles de présentation et qui sont susceptibles, à mon avis, de favoriser la qualité de l'enseignement que nous offrons. Où toutes vos recherches pourraient vous conduire? Parce que vous voulez faire des preuves scientifiques, quand même. Oui, c'est que nous avons déjà fait une recherche subventionnée par PROSIP, par le ministère de l'Éducation, qui s'appelait « Psychopédagogie du jeu pour l'enseignement de l'histoire », qui a démontré que le jeu, pour certains styles d'apprentissage, les plus kinématiques, la proprioceptivité, le transactionnel, le social, enfin pour une gamme d'aspects de styles d'apprentissage, le système du jeu permettait de procéder plus vite à la pensée formelle. Je poursuis mes recherches pour savoir s'il y a un lien avec les résultats officiels, la note obtenue, le style et la méthode. Celle-là, bien sûr, au niveau du... et j'utilise d'autres jeux pour essayer d'atteindre d'autres objectifs. Une recherche, par définition, c'est qu'on ne sait pas où on s'en va. Quand Magellan est parti, ou Vasco da Gama, ils ne savaient pas. Ils avaient une idée qu'en faisant ci, en faisant ça, ils étaient capables de contrôler leur navire. Faire une recherche, explorer, c'est quand on ne sait pas où on s'en va, par définition. Mais vous n'avez pas d'objectif à ce moment-là. Parce que si vous aviez un objectif, vous pourriez faire vos expériences qui tendraient à prouver que vous avez raison ou que vous avez tort. Alors, vous n'avez pas d'objectif comme tel. Je cherche à vérifier si la méthode est efficace pour quels étudiants, dans quel cas et selon quels critères. Mais je n'essaie pas de... Je ne suis pas du tout... Je n'ai pas du tout l'âme missionnaire. Peut-être le faudrait-il pour être professeur. Je n'ai pas du tout l'âme missionnaire. J'essaie de convaincre personne de rien. Je fais mon chemin, je cherche, je poursuis. Et dans mon esprit, c'est ça l'enseignement. C'est l'enseignement par l'exemple. Un peu, on cherche, on crée, on offre aux étudiants des activités. Où je vais finir dans 20 ans, dans 25 ans, dans 75 ans, ou à 75 ans, à l'âge de la retraite, je ne le sais pas. Justement, c'est ça la recherche. Les étudiants peuvent en tirer un bénéfice parce qu'ils pourront, en somme, ils pourront me suivre, mais je n'essaie pas de les convaincre de quoi que ce soit. Je fais mon travail. Si ça peut profiter à d'autres, tant mieux. Mais je ne cherche pas à convaincre ou à vendre quoi que ce soit. Est-ce que le ministère de l'Éducation s'intéresse à vos travaux? Oui, mais disons qu'il y a des individus, certains fonctionnaires, des personnes dans d'autres collèges qui se sont intéressés. C'est très nouveau ici. Aux États-Unis, c'est un peu plus connu. Il y a même des maisons, il y a des spécialistes que je connais, des amis, qui vivent de ça. Ils font des jeux de simulation pour aider des maisons, des entreprises à résoudre certains problèmes. Par contre, ici, il y a quelques personnes. Il y a M. Stolovitch à l'Université de Montréal, il y a des gens au Cégep Champlain, il y a M. Provost à l'Université Laval, quelques individus. Mais c'est encore très nouveau et c'est loin d'être quelque chose qui est très développé. Avez-vous l'impression d'en faire un peu plus qu'on ne vous le demande? J'ai un collègue ici que j'aime bien qui dit « Le seul critère qui vaut pour juger quelqu'un, c'est sa réponse à la question « Qu'avez-vous fait que vous n'étiez pas obligé de faire? »
25 septembre. Il n'en fait pas plus que les autres. Bon, je veux dire, il a trouvé, je pense, un créneau particulier d'intérêt sur lequel je pense qu'il a investi énormément. Et dans ce sens-là, je pense que oui, effectivement, son effort est très louable, mais que d'autres professeurs qui ont des approches pédagogiques différentes ou des disciplines qui se prêtent moins à une approche donnée, font peut-être autant de recherches ou de types différents. De toute façon, vous n'avez pas intérêt à blesser les autres enseignants qui en feraient peut-être moins. Donc, qui en fait peut-être, moi, je ne me gêne pas aussi pour dire qu'à l'occasion, ça nous est arrivé dans l'histoire du collège où on a signalé un certain nombre d'enseignants qu'on était moins satisfaits et où on a essayé de trouver, avec évidemment les collègues du département, des formules d'encadrement pour essayer de corriger des situations précises. Mais effectivement, je pense que ce n'est pas le cas de M. Corbeil, si on parle du cas de M. Corbeil. Est-ce que vous, ici, vous vous contentez de suivre le mouvement pédagogique qui est pratiqué ou appliqué un peu partout, ou est-ce que vous vous définissez un peu comme des avant-gardistes? Bon, je ne veux pas être trop prétentieux de ce côté-là. Évidemment, je ne connais pas l'auditoire et dire qu'effectivement, on est meilleur que d'autres, c'est toujours peut-être un peu prétentieux, mais ce que je peux vous dire quand même, et qui est une réalité, c'est que je pense, d'une année à l'autre, les projets de recherche subventionnés par différents organismes, le ministère de l'Enseignement supérieur et aussi d'autres organismes, à Drummondville, dans notre corps enseignant, nous en avons eu très régulièrement. Et je dirais, comparativement à la population du corps enseignant et de la population que nous desservons, que nous sommes dans la bonne moyenne. Même au-delà du ratio. Effectivement. Tantôt, vous avez dit que vous ne cherchez pas à convaincre. Vous avez peut-être tort de ne pas chercher à convaincre les autres de vous imiter. Ah oui, ça se peut que j'ai tort. Je pense que là, c'est une question de personnalité. Il y a des gens qui sont des vendeurs, des convaincants. Moi, c'est pas mon cas du tout. Moi, c'est la recherche elle-même, c'est chercher à savoir. C'est un peu égoïste, d'une certaine façon, mon affaire. C'est que je m'intéresse à ça, je veux le savoir. J'aime ça faire ça. J'aime les étudiants, j'aime faire la recherche, j'aime la méthode que j'utilise. Et alors, je le fais. Bien sûr, si d'autres personnes disent, c'est comme quelqu'un qui nous regarde, dit, ah, ça a l'air drôle, ce que tu fais, est-ce que je peux jouer moi aussi? Je dis, oui, bien sûr. Mais je ne cherche pas à convaincre les gens. Non, faites-le pas. Comment, d'après vous, êtes-vous perçu par vos collègues? Ah, ça, j'hésiterais beaucoup à le dire. En général, le milieu collégial est très près de l'université. On laisse chacun faire son chemin, ce qu'on appelle la liberté académique. Et ça, c'est comme dans une université. À ce niveau-là, il n'y a pas tellement de différence. Il est difficile à dire. C'est que j'imagine que si on dit, il fait des jeux, on dit, il perd son temps. Mais par contre, ceux qui peuvent en entendre parler par les étudiants disent, ça pourrait être intéressant. Mais je pense pas qu'il y a une grosse opinion d'un sens ou d'un autre. Maintenant, on a fait des choses. On a participé à un colloque sur le tiers-monde et on a utilisé les jeux comme moyen. Et les gens qui prennent contact avec le jeu, qui participent ou qui le voient, en général, ont une réaction favorable. Alors, je dirais probablement qu'il y a deux groupes, ceux qui ne savent pas trop et ceux qui trouvent ça intéressant. Vous apprenez plus rapidement. Est-ce que vous retenez plus longtemps? Oui, plus longtemps, étant donné que c'est des choses que nous autres même, on pense, OK? On pense à des stratégies, on pense à comme on dit, là, tu sais, se mettre ensemble avec des pays pour pouvoir en faire sauter un autre, tu sais. Puis, ces choses-là... Non, c'est pas méchant, on appelle ça de la diplomatie. Pascal des Roms à Venise. Oui. Ensuite, Mel Sélénienne à Tunis. Comment faites-vous l'évaluation de vos étudiants? Au fond, c'est assez simple. Le jeu est divisé en scénarios. Il y a 5 scénarios historiques. On change les règlements 5 fois. Puisque les scénarios correspondent à une période historique, on demande à l'étudiant de comparer ce qui est arrivé dans le jeu avec ce qui est arrivé dans l'histoire officielle, dans les documents, etc. Et comme ça, il peut identifier quels facteurs ils peuvent jouer et en arriver à faire une comparaison ou une analyse des facteurs clés. Et bien sûr, j'évalue sa façon de faire cette analyse-là.
Ce qui est peut-être différent d'un cours d'histoire plus normal, c'est que des phénomènes comme l'imagination ou l'esprit créateur vont jouer un rôle plus important. Mais je donne des points pour les fautes de français, ou plutôt j'enlève des points pour les fautes de français. Ah oui? Vous devez en enlever beaucoup, hein? Non, pas tant que ça. Le jeu est populaire auprès des enfants. Vous utilisez le jeu comme un instrument pédagogique auprès des collégiens, collégiennes. Ça, c'est quand même assez élucidé. Oui. Les plus grands jouent aussi. Oui, finalement, les jeux de simulation servent à des étudiants en maîtrise pour faire certaines expériences en sociologie ou en économique. Il n'y a pas de... Apprendre, justement, des problèmes, c'est que les enfants apprennent spontanément. On les envoie à l'école et au bout de 12 ans, on les a tellement écrasés qu'on a réussi à les empêcher d'apprendre. Alors là, je dis, ben non, finalement, si on laisse les gens aller, ils vont apprendre. Alors là, avec le jeu, je me retrouve à recréer un petit peu la situation et ils se mettent à apprendre tout naturellement. Finalement, c'est pas apprendre qui est normal, c'est apprendre qui est normal. Quelqu'un qui n'apprend pas, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Ça, c'est ce que font mes étudiants, me semble, la suite normale de ce qu'ils faisaient comme enfants. Ma fille apprend l'anglais comme ça, en faisant des associations. Eux font pareil, sauf que c'est plus complexe. Le raisonnement est plus complexe. Mais il n'y a pas de différence. Pour apprendre, il faut jouer. Einstein, c'est comme ça qu'Einstein a fait ses découvertes, c'est en jouant. Les Gedankenexperiment, c'est quoi? C'est un jeu. S'il arrivait ceci, puis s'il arrivait cela, qu'est-ce qui arriverait? C'est un jeu. Alors, je pense qu'à mon avis, c'est quelque chose qui est valide pour tout le monde. Le jeu de l'enfant, c'est qu'il n'est peut-être pas encadré, pas dirigé, c'est lui qui le fait lui-même, mais au niveau de l'apprentissage, c'est pareil comme ce que font mes étudiants. On a fait quelques expériences pour vérifier si le jeu de simulation est un outil efficace d'enseignement de l'histoire. Le groupe expérimental de Pierre Corbeil a été comparé à un groupe contrôle qui recevait un cours magistral. Au plan des connaissances, on a constaté que le jeu de simulation est aussi efficace que le cours magistral. Pas davantage, pas moins. Mais au plan de la compréhension, le jeu l'emporte. La raison est relativement simple. Les étudiants, les étudiantes sont plus motivés. Mais le moyen d'y parvenir est souvent fort complexe. Une équation que Pierre Corbeil a de toute évidence résolue, grâce surtout à son allergie pour les cours magistraux qui en afflige un bon nombre.